c'est chaud. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu et il fait chaud. Il fait plutôt chaud. Voilà. Et c'est exactement pour cette raison qu'on va parler de ta passion secrète. La glace à l'eau, je sais pas, non. On va parler de San Antonio. Ah oui, rien à voir en fait. C'est parti. Toujours les intros lunaires, hein, tu les connais. Très bien. Ouais. Bon, San Antonio, c'est qui? Euh... Ou c'est quoi? Il existe? Il a existé. Il a existé, hein, c'est un mec au top. C'est un auteur qui est vachement connu pour avoir écrit tout un tas de romans de gare des années 50 à 2000. Il est mort en 2000. Et son fils, Patrice, a repris le flambeau ensuite. Patrice Dard, qui à la base écrivait il me semble, des bouquins de cuisine. Il avait écrit des bouquins de cuisine sur la cuisine lyonnaise. Et puis après, il a dit bon, bah, je vais faire Comme papa. je vais faire comme papa, je vais faire des romans On va policiers faire des pour sorts. reprendre un peu le flambeau. C'est donc du roman policier très truculent. Ce qui est assez particulier avec ces bouquins, c'est que c'est un mélange de romans policiers, de romans comiques. Il y a toujours cette petite touche érotique propre aux romans de guerre de l'époque où il faut trouver des trucs qui font vendre un peu. Et puis, Mais quand tu dis roman comique, tu penses au roman comique genre c'est marrant ou genre scarron? genre c'est marrant, tu vois. Ok. C'est pas en tant que registre, mais en tant que... on se bidonne, quoi. C'est fait pour se marrer. C'est de la farce. On en a plein là, ils sont hors cadre. Ouais. Franchement. Et c'est juste une toute petite partie de ta collecte. Extirpée des boîtes à livres bordelaises. Pas que. Pas que. Ramenée de toute la France. Des vides-greniers. Et celui-là. Tu veux commencer par lui? Je voulais Parce qu'il est peut-être un un peu peu à parler avant de ce qui fait qu'il y a autant de bouquins, Ouais. tu vois. En gros, Frédéric Dard, donc, il a commencé à écrire juste après la guerre ou juste avant la fin Il de la avait guerre. quel âge à peu près? Il avait, je sais pas, il devait avoir, je crois qu'il est mort à 80 ans en 2000, Donc il devait avoir la trentaine, un truc comme 30 ça. ans, Il a commencé à écrire. On a fait des pour, lettres, on n'a pas fait des maths. Il a commencé à écrire pour nourrir sa famille, tout bêtement. Il était journaliste à Lyon pendant la guerre. Et en gros, il a commencé à écrire des bouquins pour essayer de se démerder dans ce milieu-là, quoi. Bon, au début, c'était la galère, et puis il a fini par écrire un roman qui s'appelait San Antonio. Alors, je crois que je l'ai mis dans la pile, là. On en a plein, mais on va les Je passer sais en même revue plus, juste pour je voir sais- comme je sais ça. même plus si je te l'ai mis T'as ou pas. les titres, ils sont tellement ouf, j'ose même pas les dire à l'avance, quoi. Non, je crois que je l'ai laissé dans ma piole. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, il a écrit un bouquin, ça a bien Celui-là marché, il en a écrit un autre. Oui, c'est ça, réglez-lui son compte, voilà. Donc celui-là, c'est une édition plus récente. Je sais pas si on le voit bien, oui, Ouais, c'est bon, là, nickel. c'est pas C'est une édition, c'est pas l'édition Non, mais de si tu 40... veux vraiment faire la miniature, parce que moi ça m'arrange pour faire les Ouais. screens de table de montage, tu fais comme ça. Et là tu vois, on aura la c'est super bon, miniature. ok, c'est un point de Ça, réglé. avec aucune artificialité. Voilà, donc là, ce que dit la quatrième, c'est la première édition s'est vendue à 500 exemplaires. Aujourd'hui, un San Antonio tire à 600 000. Bon, en gros, voilà, il a écrit ce bouquin-là, ça a bien marché. Il en a écrit un autre, ça a bien marché. Et en fait, la personne chez qui en gros il a fait éditer le premier San Antonio, un truc comme ça, c'était donc le mec qui gérait Fleuve Noir, qui venait d'ouvrir Fleuve Noir, et qu'il avait besoin d'une tête d'affiche, quoi. Et finalement, en fait, ça a très bien marché. Et puis bon, c'est vraiment pour le coup San Antonio qui a Du fait... même auteur dans la même collection. Oui, j'allais y venir. Pardon. Il a fait, il a fait un roman puis un autre. C'est vraiment San Antonio qui a lancé Fleuve Noir d'une certaine façon. Ou en tout cas, c'était vraiment un des piliers éditoriaux très vénères. Et donc, la spécificité de San Antonio, c'est que le mec a été extrêmement prolifique parce que Frédéric Dard a écrit plus de 300 romans, pièces de théâtre, bien sûr billets journalistiques, et des scénarios aussi. Il a réalisé un film que j'ai jamais pu trouver, que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Enfin voilà, le mec a écrit, Si vous l'avez. il a touché à tout, envoyé dans les coms le lien du téléchargement non pirate, de préférence, parce que sinon... Ouais, pour le reste, vous m'écrivez. Enfin voilà, tout ça pour dire que le mec a été extrêmement prolifique. Il a écrit sous... alors je crois que j'avais, en faisant mes recherches, j'avais vu qu'il avait écrit sous une vingtaine de pseudos différents. Il a écrit 173 San Antonio. Moi sur les 173 j'en ai quelque chose comme 114, un truc comme ça. J'ai refait un compte récemment. J'ai pas fini la collection mais je commence à en avoir un certain nombre. Et puis il a fait des hors-séries San Antonio qui sont dans la diégèse de San Antonio ou pas. Ça on va venir après, donc qu'est-ce que c'est que San Antonio à proprement parler? Même Juste si pour rappel, j'imagine que tout le monde c'est est au courant. l'histoire racontée. Bah non, moi je suis pas au courant. Ah ben, on va Ça, j'en ai jamais lu en entier. Hein.
C'est vrai qu'on a juste lu des bouts ensemble Ouais. il y a des années de ça. Pour Puis rigoler. après, j'ai lu Renan, c'était un autre style. C'est une autre diégèse. Mais ouais, enfin voilà, il a écrit donc 173 bouquins de cette série-là, et à côté, il a écrit, donc là j'en ai pris un parce que le titre t'a fait marrer, Quelqu'un marchait sur ma tombe. Donc là, c'est des romans policiers qui, pour le coup, sont pas du tout comiques, qui sont plutôt sombres, parce qu'en fait, Frédéric Dard, c'était une personne qui était assez torturée, assez dark, qui avait vu des trucs pas fun pendant la guerre. Putain, Frédéric Dark. Ce pseudo de journaliste canard PC, quoi. Tu sais qu'avec Jérémy, on voulait faire Henri Hadès. Alors maintenant, Henri Hadès Metal, mais tu sais que maintenant il joue avec son fils. Ouais, C'est du death metal. finalement, Mais... il a bon. trouvé le filon. Mais ouais, mais on a Vous avez inventé même la pas eu à lui en réalité, parler, tu sais. quoi. Ouais, Et on avait commencé, Jérémy, on avait fait pas mal à écrire des chansons sur tu te brosses les dents, tu comptes 3 fois et t'as ça ton caparé. Enfin, donc Frédéric Darc aurait très bien pu jouer avec Henri Hadès Metal. La double pédale, c'est parti, quoi. Henri Hadès à fond les ballons. De quoi je parlais du coup? Oui, voilà, Ouais, je te coupe. les romans signés, estampillés Frédéric Dard, donc qui sont pour la plupart tous également sortis chez Fleuve Noir, j'étais pas dans le cadre, c'est des romans qui sont beaucoup plus sombres, qui reviennent beaucoup sur la période fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là en ce moment, je suis en train de lire La Crève, qui est un des premiers romans qu'il a écrit en gros, et c'est un roman qui raconte la dernière nuit d'une famille de collaborateurs pendant la guerre, alors que les Alliés sont en train de, Ah, c'est la chute, quoi. gagner. Voilà. Non, plus petit, mais c'est la chute. Et en gros, t'as la fille qui a couché avec les Allemands, t'as le fils qui a collaboré avec les teutons qui étaient dans le coin, le père et la mère qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants, et t'as vraiment cette dernière nuit hyper tourmentée, quoi. Et ouais, la plupart de ces romans, du coup, sont des romans, pas toujours des romans policiers, du coup, mais toujours des romans qui montrent une certaine forme de noirceur et une certaine forme de désillusion sur ce qu'est l'humanité. Et c'est un truc qu'on retrouve également dans les San Antonio, mais avec toujours le prétexte du roman comique autour pour pouvoir faire du... Enfin, en gros, voilà, le principe de San Antonio, pour revenir un petit peu là-dessus, ça va être un peu décousu, mais bon, Bon, de toute façon, ils sont on habitués. vous mettra des marque-pages, vous vous démerdez. Tu parles que je vais mettre des marque-pages. Des chronos. Ça, c'est une promesse que je ne tiendrai jamais. Ouais, nickel. En gros, ouais, San Antonio, donc c'est une série de romans policiers qui commence en 1949 ou 45, je sais plus, qui finit 49. en 2000. Je l'ai vu derrière, hein, c'est pas que je le sais. C'est pas de la culture, c'est écrit chope dessus, du détail. comme le port salut. Et oui, du coup, c'est l'aventure c'est les rocambolesques aventures du commissaire San Antonio, on va y arriver, qui est un commissaire de police qui vit des aventures de police au début, et puis plus on avance, plus en fait l'univers des romans va permettre à Dard à laisser place à son imagination et à raconter tout et n'importe quoi, à mettre en place des personnages très extravagants, des situations rabelaisiennes. Ça va toujours tourner plus ou moins autour de la bouffe et du cul. Et au milieu de ça, on essaie de mettre une petite enquête en filigrane, un peu extravagante, pareil, avec des arguments toujours très rigolos. Et ouais, ce qui fait la spécificité de ces romans-là, c'est que l'enquête est toujours drôle et bien ficelée. Les personnages ont je cherche Des caractéristiques, pas des caractéristiques, mais des mince, j'ai un trou, comment on dit quand des objectifs en fait. Non, des objectifs, ouais, c'est ça. Ils ont des moteurs qui sont différents les uns des autres. C'est pas répétitif. Alors qu'il y a, je sais pas, s'il y a 173 bouquins, tu vas avoir 25 bouquins de contre-espionnage, 25 bouquins de cambriolage, 30 bouquins ou 40 bouquins d'assassinat. Tu as évidemment tous les patterns du roman policier qu'on va retrouver, que ce soit roman policier ou roman d'espionnage, ou tous les trucs qu'on trouve à l'époque dans les boutiques à 15 francs. Et pourtant, à chaque fois, voilà, il arrive à se renouveler, etc. Et il se renouvelle par sa langue, en fait. C'est-à-dire que la spécificité de San Antonio, c'est que c'est des romans qui sont quasiment exclusivement, à 2-3 exceptions de quelques chapitres ou de quelques sections de bouquins qui sont toujours à la première personne. C'est-à-dire que c'est toujours le commissaire San Antonio qui, en gros, écrit ses mémoires. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire. En fait, c'est le statut de la narration est toujours un peu flou. On ne sait pas si il est en train d'écrire ses mémoires et il les vend en tant que livre, ou si on suit l'aventure en même temps. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de flou un peu... sur la situation d'énonciation. C'est ça, ouais, la situation d'énonciation est jamais trop claire, et
En fait, on s'en fout parce qu'on est pris dans le truc et peu importe, tu vois. Mais il y a souvent ce délire de. Il revient sur. Enfin, le personnage revient sur. J'écris une histoire et en même temps, il le vit en même temps, tu vois. Enfin, c'est très. C'est très marrant de ce côté-là. Et je sais plus où je voulais en venir, de quoi je te parlais. Donc il se répète pas. Oui, il se répète pas, il arrive à créer des situations très différentes. Et oui, il travaille surtout sur la langue et c'est sa langue couplée au fait que... Oui, si, je sais où je voulais en venir. Euh, En fait, comme c'est écrit à la première personne quasiment exclusivement, on pourrait s'attendre d'un roman policier à ce qu'il soit très... Enfin, tu sais, qu'il explique les faits, qu'on nous présente avec beaucoup de descriptions, je sais pas, un environnement pour mener l'enquête avec lui, etc. Sherlock Holmes, par exemple. l'enquête. Et en fait, c'est très peu descriptif et c'est surtout très introspectif. Et le personnage, en fait, ne va pas faire grand-chose d'autre que parler de la perception qu'il a du monde, de la perception qu'il a des personnages qui sont en face de lui, bien sûr, de la perception de ses amis, de la perception de sa hiérarchie et de la perception de la société, en fait. Et donc, les San Antonio sont finalement une façon assez comment dire, transgressive d'une certaine façon, ouais, de mettre en exergue une société très critiquable à travers des romans policiers qui sont un peu concons, tu vois. Mais donc pour le coup, c'est une parodie des romans policiers, du roman noir, Oui. des films noirs. C'était un grand fan de Hadley Chase et d'un autre auteur dont j'ai mangé le nom, mais en gros, voilà, il était nourri, il était biberonné vraiment au roman policier. Il faut vraiment voir que pour lui, c'était un espèce d'exutoire. Il écrivait, il avait comment dire, une pratique de l'écriture qui était très cadrée. Tous les jours, tous les matins, il se mettait dans sa machine à écrire, il écrivait. Il y avait des jours où ça sortait tout seul. Par exemple, dans un des derniers entretiens qu'il avait mené pour une émission, alors je crois qu'elle était sortie sur France 5 à l'époque, et d'ailleurs, ça s'appelait. L'émission porte un nom qui est en référence au bouquin que j'ai montré tout à l'heure. Alors, je sais pas où tu l'as mis. Régler les comptes. Non, le premier, le Dard. Oui, c'est ça, il faut régler. Là. C'était Quelqu'un marchait sur ma celui-là. tombe, et je crois que l'émission s'appelle Quelqu'un marchait sur ta tombe, un truc comme ça. Enfin, il y a un jeu de mots avec ce roman-là. Et en gros, dans l'entretien, il dit Le dragon de Cracovie, par exemple, je peux te l'écrire le matin sur la lunette des chiottes, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a d'autres romans qui sont beaucoup plus pénibles à écrire. Enfin voilà, il avait un. En fait, les conneries qui sont écrites sont pas forcément faciles à écrire. Et parfois, les trucs les plus alambiqués sont les plus simples. Enfin, tu vois, il avait une relation ça coule pas de source, tu vois. Et en même temps, mais pour il le arrivait coup, à écrire de façon assez je crois qu'il faut qu'on parle des titres pour avoir au moins une idée de ce que ça donne. Donc, quelqu'un marchait sur ma tombe. Je crois que c'est facile de dire que si quelqu'un marche sur ta tombe et que tu te rends compte, c'est qu'il y a un problème dans la narration, quoi. Et que ça dit déjà pas mal de choses. Celui-là me fait beaucoup rire, ouais, parce que, encore une fois, je pense à l'entretien qui avait été tourné où, en gros, il était allé, donc avec le journaliste, il était allé montrer l'endroit où il allait être enterré. Donc le caveau était prévu, il y avait un cousin, etc. Et bon, le bouquin est vieux, tu vois, mais lui, il avait dit tiens, ce serait marrant si quelqu'un marchait sur ma tombe et que je puisse l'énoncer, quelque chose comme ça. Et puis à la fin de l'entretien, il dit si tu repasses par là quand je serai mort, monte sur ma tombe, les beaux jours, on voit le Mont Blanc, tu vois. Et il a vraiment ce côté très. Enfin, c'est glauque, et à la fois, il y a une espèce de douceur. Ouais. Je sais pas, enfin, c'est quelque chose de très touchant. Quand tu dis douceur, j'ai envie de dire du brut pour les brutes. Évidemment. Bon, le pas très heureux Alice au pays des merguez. Qui me fait, qui me fout la honte et en même temps il me fait pisser de rire. Ouais. Appelez-moi chéri, il est plus classique, Chéri, il est sympa. Mais bon, il est quand même super drôle comme titre. Réglez-lui son compte, c'est le plus prudent, mais ça faut bien commencer quelque part. J'adore. Chéri, passe-moi tes microbes. Puis on peut parler vraiment de l'art de la couverture. Alors là, vous le mets d'un peu plus près. Cette magnifique, alors je pense que c'est une tête de veau ou une tête de gorée, je sais pas. On dirait une tête de cochon. C'est un cochon. Ouais, c'est une tête de porc. Voilà, une très belle tête de porc avec le bouquet de persil. Celui-là, c'est un de mes préférés de tous les temps en tant que titre. Voilà. Bouge ton pied que je vois la mer. Je bouge le livre qu'on voit à Zélie également. Une banane dans l'oreille. Une banane dans l'oreille, un grand classique. Celui-là aussi est incroyable.
laisser pousser les asperges. Et vraiment, il y a une, rien que sur les couvertures, il y a une esthétique qui est vraiment remarquable, quoi. C'est bidon. Et en même temps, les photos à chaque fois. En fait, il n'y a pas tant de photos de nu que ça, tu vois. Dans mon Par souvenir, rapport il y au avait, SAS, il pas y avait du tout, beaucoup de alors que c'est photos vraiment comparable. de photos de cul. Et en fait, non, c'est très imagé. Le magnifique vol celui-là. au-dessus d'un nid de cocu. Celui-là, je l'ai mis dans mon. Je crois que pendant un temps, il était dans mon top sens critique juste pour le titre, tu vois. Pour faire rager les pineux. Ça bête dans le béton. Et celui-là, qui est pour le coup un érotisme non feinté. Hein. Ah, Il est très, très érotisant. Le cactus. Voilà, la meuf qui souffle sur le cactus. équivalent d'un vagina d'un tatar. Et on en restera là. Je te laisse le lire. Tirement 2, c'est pour offrir. Celui-là est vraiment très bien. Ah, tiens, il y a du Wolinski, alors on commence à retrouver de l'érotisme. Alors, Valsé Poufias. On pourrait parler aussi des dessins de couverture, parce qu'il n'y a pas que de la photographie, il y a aussi du dessin. Alors, je vais pas m'absenter, quitter le plateau et courir, tu vois, mais j'ai plusieurs illustrations de book. On refera sans doute une vidéo sur les illustrations, ce serait sympa de travailler un peu plus sur l'image. Mais voilà, pour le coup, j'ai pris celui-là aussi, qui est le premier que j'ai lu. On pourrait parler aussi de comment je suis tombé dans la marmite San Antonio. Mais voilà, les illustrations de Dubout alors il a illustré la plupart des hors-séries. Mais les illustrations sont toutes. T'en as à l'intérieur aussi. Ouais, elles sont toutes hyper savoureuses. T'as celle-ci. Ah, c'est vraiment du Dubout, ça. C'est vraiment du Dubout pur jus pour celles et ceux qui connaissent. C'est génial, quoi. Puis ça me touche beaucoup parce que quand j'étais gamin, pour le coup, petite anecdote, quand j'étais gamin, mon grand-père avait un grand bouquin de Dubout sur la tauromachie, sur la corrida. Alors je sais plus comment il s'appelait. Mais enfin voilà, putain, les gueules des persos, quoi. Il y a de quoi sauter de sa culotte à reculons, quoi. Garde ta culotte. Non mais c'est Et j'en ai une. C'est ultra drôle, quoi. Il y a un dernier dessin, puis après on passera à autre chose, mais je me bats Avec la jaquette. avec ma jaquette. Celui-là, je l'ai peut-être... Non, c'est peut-être pas l'original. Celui-là, j'ai dû l'acheter à la Nuit des Rois. Ah, Nuit des Rois, notre bouquiniste préféré à La Bordeaux. Nuit des Rois, Rue des Arts, on y va. gros bisous. Gros big up. Enfin voilà, du coup, ouais, le génie du titre et le génie de la couverture, Attends, déjà... il en reste encore là qu'on a gardé. Ah ben voilà, sauce tomate sur canapé. Ça, c'est et parce qu'on est sur un canapé. Hein, renifle, c'est de la vraie... Très bien. Il est extra. Donc ouais, il y a un génie du titre Et là, qui pour est à le la coup, fois... avec aussi un génie de la couverture, avec le livre Ouais. qui se dévoile. Ça, il y en a eu quelques-unes des couvertures comme ça. Ça, on l'a sur un Philippe Cadic qui est extraordinaire, ce jeu de couverture. Ouais. Je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou pas, celui-là. En fait, je suis sûre qu'il y aura un article à faire sur les couvertures, comme ça, tu vois, Avec illustrées, la couverture qui se font, déplie. ouais, et qui font un effet couverture. C'était à Rebroustan Je l'ai pas eu. de Philippe Cadic, ça collait trop bien et j'en ai pas parlé en vidéo, mais ça serait trop chouette. Enfin, peut-être que ça existe déjà, mais ça serait trop cool, quoi. Ce génie du titre, et donc c'est un génie de la langue. Parce que pour le coup, tu veux qu'on en lise un passage? Ouais, carrément. Ce qui fait le génie de San Antonio, On va vous demander votre avis, on va choisir parce que c'est enregistré. c'est que du début à la fin de son œuvre, donc là on a le premier et puis le dernier dans la chronologie de ceux Peut-être on a qu'on bien vous d'autres, a mais là on n'a pas amenés, pu tout sortir. Ouais, bah, il y en a tout un tas. Celui-là, il fait partie des derniers. Ouais, on va dire un de ces deux. Ouais, un de ces deux-là. J'aurais dû en prendre un plus. Bah, de toute façon, on va prendre Beru. Beru, c'est Tranquille. qu'on a bouffé du foin. Oui, bah voilà, nickel. Alors chez moi, on a des phrases pas très bien pour remplacer qu'on a bouffé du foie. Vous avez quoi? Bête à couper la bite en tranches. Ah, putain, C'est chaud, hein? Alors c'est pas beaucoup dit en famille, mais ça me fait tellement rire que je l'ai retenu. Putain. La 4e vague du féminisme, c'est parti. Là, tous les haters de Schopenhauer arrivent, hein. tu les vois. Le Hein. fameux. Donc ouais, ce qui fait la spécificité de la langue de Dard, c'est qu'elle a beaucoup évolué en 50 ans. Et au début, le premier, voilà, on peut dire, si tu veux, le premier incipit, et puis quelque chose de plus récent. Mais c'est vraiment la langue, en fait, au début, est très sage. Il y a ce côté un peu gouailleur, mais la langue est très sage. Et ensuite, il va intégrer tout un tas d'argot. Donc l'argot, bien sûr, de la police, la langue argotique lyonnaise,
Et puis les mots qu'il va inventer lui-même, parce qu'il a toujours dit dans ses entretiens, etc., qu'en gros, San Antonio, il y avait 3000 mots de la langue française et que les autres, il les avait inventés. Son idée, c'était vraiment qu'il utilisait des mots d'argot C'est existants. l'inverse de Racine. Hein. Je vous renvoie la vidéo. C'est je ne vais pas mettre un i ici parce que ça m'agace, mais c'est l'anti-sourdine. C'est le vacarme en fait. Et ouais, soit il utilisait des mots qui existaient déjà, et en contexte, en fait, ça détournait l'effet de sens et ça créait quelque chose de nouveau. Soit juste par effet comme de la fabrication d'argot, il créait son louchébem, il créait son verlan, etc. Il fabriquait il mettait bout à bout des trucs. Vas-y, on veut entendre. Éventuellement, je peux te laisser lire un extrait, et je peux courir chercher le dictionnaire que j'ai, San Antonio. Si tu veux, mais tu ne tapes pas dans le trépied. Non, mais voilà, j'ai un dictionnaire qui... Allez, je prends une pipite. Ouais, qui concentre. Ça, c'est le premier. Régler-lui son compte, et donc... Alors pour le coup, je vais vraiment faire un grain de lettres, hein. Régler-lui son compte, on ne sait pas qui parle, ni à qui, ni qui est lui, ni de quel compte il s'agit. Ça c'est pas mal, hein, parce que ça va nous mettre un peu dans l'ambiance. Première partie, faites chauffer la colle. Et ça sent pas bon. Là, on sent que ça va pas le faire. Alors, le truc, c'est qu'en expression argotique, je suis pas toujours très bonne, mais on va essayer. Chapitre 1er, plus moyen de dormir. Et là, on a compris qu'on n'est pas chez Balzac, hein, c'est pas le même style. Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter une paire de minutes que le gars en question s'appelle San Antonio. Comme ça, au moins, on le sait. Hein. Et vous pourrez parier une douzaine de couleuvres contre le dôme des Invalides que vous avez mis dans le mille, parce que je peux vous garantir que la chose est exacte, étant donné que le garçon en question, c'est moi. Ça vous surprend, hein? C'est très gentil comme façon de décrire encore. Et d'abord, vous vous dites, pourquoi se fait-il appeler San Antonio? Eh bien, je vais vous répondre. Lorsqu'un type dans mon genre écrit ses mémoires, après avoir exercé pendant 15 ans le plus dangereux de tous les métiers, c'est qu'il en a gros comme l'Himalaya à raconter. Comme on en a gros sur la patate. Hein. En conséquence, il ne peut s'offrir le luxe de faire clicher son bulletin de naissance sur la page de couverture. Je continue. Mon nom importe peu. Du reste, il n'y a pas 10 personnes au monde qui connaissent ma véritable identité. Ce qui était le cas à l'époque. Hein. Et ceux qui ont essayé d'en apprendre trop long sur la question ressemblaient davantage à une demi-livre de pâté de foie qu'à Tyrone Power, après que je leur ai eu conseillé de cesser les recherches. Avec ce superbe double participe passé, ce qui fait un passé surcomposé. Excuse-nous. Ah, nous sommes dans un grain de grammaire. Hein. Vous saisissez? Bon. Maintenant, je vais vous parler de moi et vous donner des détails indispensables sur ma petite personne. Je dois vous dire pour commencer que je ne suis pas le sosie d'Apollon. Je n'évoque pas non plus un tableau de Picasso. Quelque chose entre les deux. Ça donne de la marge. Je me souviens plus du nom du bonhomme qui a dit que la beauté ne se mangeait pas en salade, mais j'ai dans l'idée que ce type-là n'avait pas du ciment armé à la place du cerveau. Donc avec toujours des images quand même très concrètes. Hein. Il avait extraordinairement raison et les femmes ne vous diront pas le contraire. Essayez de leur présenter sur une assiette un petit freluquet bien frisoté avec, à côté, un gaillard de ma trempe. Et vous verrez si ce n'est pas San Antonio qu'elles choisiront, malgré sa tête de bagarreur et ses façons brusques. Je connais à fond la question. Donc là, tu as lu 2 pages, et à aucun moment on sait de quoi il s'agit. Quoi. Vraiment, ah ouais, non, là il parle de lui. Il parle de lui. Dès le début, les cochons sont lâchés, tu vois. Ah, il y a carrément un dictionnaire San Antonio. Et oui, il y a eu un dictionnaire parce qu'il y a une association des Amis de San Antonio qui a été fondée par des lecteurs de San Antonio. À la base, en fait, c'était pas une association de fans, c'est une association qui s'est fondée pour contacter San Antonio et lui demander voilà, on a trouvé ce livre édité dans une maison d'édition lyonnaise qui n'a aucun sens il y a 50 ans. Est-ce que c'est vous qui avez écrit le bouquin? Et du coup, il lui présentait des manuscrits ou des vieux trucs, il lui envoyait, il lui disait est-ce que ça c'est de vous, est-ce que ça c'est pas de vous, etc. Vous avez raison. Et à chaque fois, comme il connaissait un peu la langue, il se rendait compte que oui, effectivement, sous tel pseudonyme, c'était ce mec-là qui avait écrit le bouquin. Qui avait tout fait, quoi. Et donc l'association s'est fondée 1 an avant sa mort, je crois, en 99 ou peut-être en 95, je sais plus, enfin il y a dans les années 90. Et maintenant l'association, en fait, voilà, les gens ils font des banquets, ils font des petits articles, il y a une petite publication qui sort tous les ans. Et bref, voilà, il y a un dictionnaire qui était sorti, donc il est édité chez Fleuve Noir, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et en fait, c'est un dictionnaire, je sais pas si tu l'as montré. Ouais, comme ça. Nickel. C'est un dictionnaire qui recense en fait tous les néologismes, toutes les expressions. Mots usuels, mots érotiques, position amoureuse, non propres. Oui, parce que ce qui alors fait que tout le reste, c'est des mots sales. Hein.
Ce qui fait le sel en fait des... J'aime beaucoup le slip plein d'ardente convoitance. Avoir le slip plein d'ardente convoitance, qui signifie donc être sexuellement excité. Ce qui fait le sel des... Sœurs Brontë, les testicules. Exemple, mes sœurs Brontë en sont comme électrocutées. C'est pas très sympa. Hein. Putain. Ce qui fait le sel je vais y arriver, des paragraphes érotiques, on va dire, dans San Antonio, des descriptions amoureuses. Il y a plein de façons de dire les couilles. Hein. C'est que à chaque fois, c'est des positions, on va dire, du Kama Sutra inventées, quoi. Il y a, je sais pas, la bicyclette slave, je sais pas, le saut à roulette, je sais pas, peu importe, enfin, tu vois, c'est toujours essayer de mettre des bouts de trucs ensemble pour voir comment ça... S'il y a une alchimie qui se crée. Ouais, la semaine des 4 jeudis, par exemple, il va prendre des expressions qui existent et il va transformer ça en position amoureuse, tu vois. Et c'est ultra con, ça me fait pisser de l'air. Il y a quand même Hugo Latroquet. Non mais là je suis tombée sur... Ah non, je l'ai perdu. Sur toute une façon de dire les couilles à partir des sœurs Étienne, les sœurs Brontë. Juste avant il y avait les slips, alors il y avait plein de trucs sur le slip à Mariotte, c'est quand une femme est excitée. C'est chic, hein. Ouais, c'est toujours très propre. C'est très chic. Progénituré, procréer. Et alors un truc plus récent par exemple, pour lire un Wikipit et voir comment ça évolue. Je peux lire celui-là. Comme tu veux, je m'en occupe, c'est toi qui vois. Alors. Alors redis le titre, Beru. C'est Beru. Alors Berrurier, c'est le personnage, on va dire, c'est le deuxième personnage principal de la série. En fait, c'est un personnage secondaire, mais c'est presque pour lui que devient écrite la série à partir du deuxième tiers, on va dire, de la production, dans les années 70 jusqu'à la fin. En gros, Berrurier, c'est tout l'inverse de San Antonio. C'est un mec qui est dégueulasse, qui est stupide, mais qui concentre tous les instincts humains, à savoir le flair du limier, la bouffe et la baise, mais vraiment dans ce que ça a de plus organique. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un personnage organique qui sert de... c'est le poisson pilote de San Antonio. Il y a le balancier comique, tu vois, il y a dans les duos comiques, tu as toujours les deux personnages inversés. Là, c'est l'inverse de San Antonio. Puis c'est un personnage qui devient tellement truculent et tellement... il en fait trop, il mange des sandwichs de 4 mètres de long, il a un sexe énorme, enfin voilà, il en fait trop. Il est tellement trop qu'il en devient il devient une clé pour déverrouiller toutes les situations. C'est-à-dire que si Frédéric Dard se dit « je suis allé trop loin, mon personnage est dans un cercueil, sous une chape de béton, dans une crypte, il va arriver avec son grand pénis et péter le béton. » Exactement ça, c'est vraiment, mais ça va être un truc de stupide comme Beru va arriver, va craquer une caisse et tout va s'effondrer et c'est bon, tout le monde va être sauvé, tu vois. C'est vraiment le personnage qui est le plus humain, auquel on s'identifie parfois le plus facilement parce qu'il a quelque chose de très touchant dans le fait que je sais pas, d'aimer la bouffe et puis de parler. Comme c'est un peu Frère Jean des Entomards. Oui, c'est ça, c'est exactement Frère Jean. C'est un Frère Jean qui aurait eu sa licence de flic, tu vois, et qui serait parti tirer sur des trucs et taper sur des machins, quoi. C'est exactement Frère Jean. David Berry. Ouais. Et donc du coup, la plupart des romans hors série en fait sont surtout concentrés sur ce personnage-là parce que c'était l'occasion pour Sana de se lâcher un peu. Pour faire des spin-offs. Alors, la préface, enfin la dédicace, c'est « J'ai l'air comme ça, mais faut pas croire ». Mais faut pas croire, hein. Chapitre 1. Le vieux appuie sur le bouton de contact. « Quand vous voudrez », lance-t-il au projectionniste. La petite salle s'éteint et d'énormes ténias avant-coureurs se mettent à contorsionner sur l'écran. « Les actualités que vous allez voir, messieurs, datent d'une 12aine d'années », avertit le boss. L'image vient, le son aussi. Un speaker très molesque annonce avec cet art de souligner en rouge les mots importants qui particularisent ceux dont le métier consiste à persuader leurs contemporains que ce qu'ils disent est d'un intérêt primordial. Les combats ont enfin cessé au Kouwa où la République vient d'être proclamée, et le général Savakusi-Kusa, surnommé le Libérateur, s'est nommé président du nouvel État. On voit un gros gus, sans cou, aux bras courts comme des nageoires, se torser d'un grand cordon de quelque chose. Il porte un uniforme chamarré auquel sont accrochés, dans un fabuleux méli-mélo,
Des médailles, des brandebourgs, des fourragères, des poignards, des sabres, un couteau suisse à 74 lames, 2 bananes, une lampe de poche, un sifflet, 3 montres, dont une vraie et 2 japonaises, une carte routière Pas du sympa. Kuwa libre, un cintre à habits, un sceptre, un bâton blanc d'argent, un porte-clés réclame, un combiné téléphonique, 6 fourchettes à escargot, un appareil photo, une cravache, un bâillon, une baïonnette, un jambon de Bayonne, une pince à sucre, un rouleau de papier hygiénique, une truelle et un parapluie de dame dont le manche représente soit un carlin, soit Winston Churchill. Là, c'est pas toujours facile de savoir. Le voici, déclare le vieux. C'est de cet homme qu'il s'agit, messieurs. On dirait un noir, bavoche Pinot. Parce que c'est un noir, riposte le dirlot, d'une voix aussi glaciale que la crypte de Notre-Dame de la Consternation. Excusez-moi, monsieur le directeur, j'avais conservé mes lunettes de soleil, plaide la vieille-asse. Le général président Savakusikusa est en train de passer sa garde d'élite en revue, sur le porte-bagages d'une bicyclette à guidon hollandais. Il ressemble à une bonbonne ayant un potiron pour bouchon, ou mieux, à un 8 dont la boucle supérieure serait microcéphale. L'individu n'a pas beaucoup changé, reprend le boss. Ses cheveux grisonnent un peu, à part cela, le document est toujours valable. Il a été renversé il y a 6 ou 7 ans, c'est ça demandai-je, manière de prouver au vieux que rien de ce qui touche au jeu radiophonique de messieurs Belmar et consorts ne m'est étranger. En effet, apprécie le vioque, la contre-révolution l'a chassé du pouvoir plus vite que la révolution n'y avait porté. Savakusikusa a dû son salut à l'hélicoptère d'un colon, mais une partie de ses épouses ont été mangées. Ça, c'est abusé. Depuis, il vit sur les bords du Léman, près de Vevey, où il s'est fait construire une magnifique villa à l'intérieur d'une immense serre, où se retrouvent reconstituées la flore et la faune du Kuwa. Ses 24 enfants et ses fonds personnels sont également placés en Suisse. Savakusikusa est riche, messieurs, ayant pris la précaution de transférer les réserves d'or de l'État dans son coffre genevois, ainsi qu'il se doit. Ma parole, Berrurier, mais vous dormez. Qu'est-ce que tu dis, Fifi grommelle le mastard. Je disais que vous ronfliez, s'emporte le vénérable, ce qui ne vous permet pas de m'appeler Fifi au réveil. Mister Boudin se masse les lobes furieusement, ce qui produit un bruit de virage à ski sur neige durcie. Mande pardon, monsieur le directeur, je rêvais que j'étais avec ma femme. Ce qui implique que vous dormiez bel et bien, rage le dabuche. Lors de vos prochaines vacances, faites-moi plaisir, Berrurier. Entreprenez une cure de sommeil afin de vous mettre à jour. Ça continue. Sur ce ton-là. Voilà. Et en gros, je peux peut-être reprendre ce qui fait la spécificité de ces bouquins, c'est que tu as vraiment des passages où tu as Beru qui fait des extensions, tu vois, des ronds de jambes. Il parle pendant des plombes. Et du coup, le truc, Mais là, déjà, on le voyait avec l'accumulation, oui, parce que dès tu le début, avais tu vois, t'as une accumulation. un truc énorme, et puis à un moment, tu comprends bien que l'accumulation, elle est liée en fait, à la phrase elle-même. Quand tu passes du baillon à la baïonnette au jambon de Bayonne, oui, c'est le juste, son quoi, qui pour le son, fait. Et ça, il le fait tout le temps. Et après, bon, avec encore une amplification sur le parapluie de dame, dont et donc tu as comme ça des subordonnés qui permettent d'avoir cet effet d'agrandissement à l'intérieur. Ça, c'est vraiment des effets qu'on trouve dans les romans comiques, donc romans humoristiques ou romans comiques à la Scarron, en fait. Et je pense qu'il y a quand même un côté Scarron, dans le sens où là, c'est vraiment le roman comique où tu as le narrateur qui empêche l'histoire de se passer ou qui, du moins, la déporte, quoi. La retarde, la déporte, en fait autre chose, quoi. Et c'est ce qui est génial dans ces bouquins, c'est que vraiment tout le temps, en fait, tu lis le bouquin à moitié pour avoir ta trame narrative qui est une espèce de fil conducteur, mais en fait, tu veux juste savoir quand est-ce que ça va décrocher et quand est-ce qu'il va te parler de tout. Vraiment de tout. Et là, t'en as un autre que tu préfères dans cela ? J'ai fait tous tomber. Alors, comme je te disais en off, vraiment, ce qui fait que j'aime les San Antonio, c'est que je les lis et je les oublie au fur et à mesure. Donc, pour travailler dessus, tu vois, c'était vraiment super. A posteriori, et je sais pas, bouge ton pied que je vois la mer éventuellement, on peut en lire un bout, peu importe, hein, vraiment on en tire un au sort, on prend une phrase au milieu et on peut lire un troisième incipit. Bah ouais, pas de faut l'entendre. Attends, là j'ai sauce tomate sur canapé. Mange et tais-toi, ça c'est un titre. La fête des pères, PAI. Oui, t'as le tout casse de l'oncle Tom. T'as tous les titres. Circuler, il n'y a rien à voir. On pourrait faire un truc juste sur les titres, quoi. Oh non, mais sur les exergues. Il y aurait tellement à faire. Seuls les adeptes du yoga sont capables de péter plus haut que leur cul. Alors, éventuellement, je peux retourner chercher un bouquin, puisque j'ai les fameuses pensées de San Antonio. Ouais, et c'est que des citations comme ça. Là, extraites des bouquins ou inventées ? les deux. Ok.
Je vais le chercher. Vas-y. Quand tu as tout perdu, il te reste la vie. Mais ça, c'est ce que je dis toujours. Hein. Tu peux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais des fois le verre il est vide, mais il te reste un verre. C'est pas si mal. Hein. Il y a des épreuves dans la vie qui nous font passer à des paliers supérieurs d'où nous ne redescendons jamais. Cardinal Journée. Je rencontre de moins en moins de gens dont je pourrais être le fils. Antoine Pinet. Si on m'enlevait toutes les soirées au cours desquelles je me suis fait chier, j'aurais 20 ans de moins. Sans A. La valse des patineurs. Il était beau à voir, passionnant à suivre, si rapide et acrobate qu'il vous filait le vertigo. Monté sur ses patins à roulettes, il fonçait plus vite que les véhicules sur la chaussée. Il allait en louvoyant sur le trottoir, courbé en avant, les mains dans le dos, vêtu d'une combinaison de cuir noir qui lui collait au corps comme une seconde peau de squale brillante. Il portait un casque de cycliste en cuir avec mentonnière, des lunettes de soudeur à l'arc. À la taille, un réticule comme en ont la plupart des skieurs. Parfois, il bondissait pour franchir un obstacle et perdait alors, semblait-il, les contraintes de la pesanteur, comme s'il allait s'envoler. Je pense que ça va retomber. À un moment donné, l'homme jaillit du trottoir afin de traverser la rue devant le capot des voitures. Ses mouvements étaient si fabuleux que les automobilistes oubliaient de l'invectiver en freinant. Il sauta sur le trottoir d'en face, continua ses méandres étourdissants. C'est masculin, méandre. Un méandre. Ouais. Puis vira sur le boulevard où il força l'allure. Etc. Vas-y. Ce qui est marrant, c'est que cet extrait-là est très sérieux, tu vois. Ouais. Vraiment, il y a une description début de roman policier. Sublime, quoi. Et je vais te lire celle-ci. Alors celui-là, pour le coup, je suis comme ça, c'est un bouquin que j'ai relu. Oh, attends, j'ai juste un paragraphe là qui me tombe dessus. Je suis page 81 de Sauce tomate sur canapé. La manœuvre de mon mignon complice me permet de constater que Petite Mère porte une délicieuse culotte blanche d'honnête femme qui n'en est que plus affriolante pour un blasé de mon acabit, auquel on a fait le coup des slips rouges bordés noirs, à fleurettes, fondues à dentelle, à grelots, à moustache, à ficelle, à rien du tout. Voilà, c'est pas si sérieux que ça. Hein. Cet intérieur dégage une saine odeur de propre. Bon, je m'arrête là. C'est pas... Ouais, celui-là, tu vois, je l'avais mis dans mon corpus de recherche. Parce que le bouquin m'avait fait... j'avais trouvé plein de trucs à dire dessus. Et voilà. Donc je commence par lire l'avertissement, ensuite j'irai les 2 premières pages et on aura lu 4 bouquins, ce sera pas mal déjà. Avertissement, tiens, je te passe la grosse tête de Frédéric. Il avait vraiment une bonne tête, ce mec. Bah, il a la tête à écrire ça. Oui, il a la tête à écrire ce genre de conneries. Frédéric Darc. Avertissement. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Baissez la main. Les personnages de ce récit sont-ils purement imaginaires et fictifs ? Je le crois, mais comme disait une femme adultère, tout le monde peut se tromper. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait-elle que pure coïncidence ? Sûrement pas, car tous les hommes se ressemblent. Ils sont groupés par catégories. Il y a les cons, les moins cons, les pas trop cons, et les autres, c'est-à-dire les très cons. Il n'y aurait donc rien de surprenant si certains lecteurs se reconnaissaient dans ces pages. Première partie. Faut-il vous l'envelopper ? Vous allez loin. Chapitre 1er. Il y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulez-vous, je suis comme ça. C'est parce qu'il y a un moteur dans la rue, on n'aime pas ça, mais on se retient d'aboyer parce que nous sommes bien élevés. Exactement. Et c'est parce que je suis comme ça que tout est arrivé. Vous y êtes ? C'est pas qu'on soit Rupin, Félicie et moi. Félicie, c'est sa mère. C'est la mère de San Antonio, qui est inspirée de la grand-mère de Frédéric Dard. Il a vraiment donné des trucs très personnels. C'est pas qu'on soit Rupin, Félicie et moi, mais on a un jardinier. Si nous nous offrons ce luxe, c'est, vous l'avez deviné, parce que nous avons un jardin. Il n'est pas très grand. Je parle du jardin. Le jardinier non plus, d'ailleurs. Il a fait son école d'horticulture dans Rustica et il a du mal à différencier les poireaux des oignons, mais pour retourner la terre, il n'y en a pas deux comme Julius. C'est son blaze authentique, dûment homologué par l'état civil et même par les militaires. 40 piges, une voix de petite fille, et pas plus de barbe qu'un flacon d'ambre solaire. Inutile de se casser le chou pour le diagnostic, ce sont ses glandes endocrines qui battent de l'aile. Il pourrait se balader en costume marin, Julius, avec un cerceau à la pogne, comme les petits enfants sages d'autrefois. Personne ne songerait à s'étonner. Les endocrines, je vous dis. Comme Jouvence, on fait pas mieux. Une tranche de vie, quoi. Aussi fade qu'une tranche de potiron. Fils d'alcoolique, l'assistance avec une visiteuse antisociale qui venait lui filer une avoinée chaque mois histoire de se rendre compte de ses réflexes, on ne pouvait pas souhaiter mieux dans le genre cauchemar. Son père avait tué sa sœur jadis. Motif, pour sa fête, elle lui avait écrit « Papa, je t'aime » sur son ardoise. Ce S à « je t'aime », ça l'avait mis dans tous ses états, le daron.
Il ne badinait pas avec le premier groupe, un puriste quoi. C'est horrible. Il avait brisé l'ardoise sur le crâne de la gosse, il y a des fans de la grammaire, faut les comprendre. Du coup, les glandes à Julius, vous pensez si elles sont passées inaperçues. On l'a baptisé grosse tronche et tout a été dit. Comme thérapeutique, c'est plutôt sommaire, non? Il crèche près de chez nous, dans le lavoir couvert. C'est pas que ce soit confortable, mais il y a l'eau courante. Et puis personne ne le fait tartir, vu qu'à notre époque, tout le monde a sa Bendix et lave son linge sale en famille. Putain, je vais y arriver. Dans le quartier, on l'emploie pour les menus travaux. C'est Julius qui vide les fosses d'aisance, qui nettoie les chats et installe les bancs pour le marché. Ça lui permet de subsister. Félicie, ma brave femme de mère, lui fait remuer le jardin, quand la saison est propice. Ensuite, elle s'occupe de semer, de planter, de sarcler, parce que pour les besognes délicates, il n'est pas partant, Julius. Ce jour-là, comme je rentrais de mission, je l'ai aperçu qui s'escrimait sur sa bêche. Fallait le surveiller. Si on n'y prenait pas garde, il bêchait tout le quartier. Un moment d'inattention, et on trouvait un champ labouré à la place de la rue principale. Un vrai petit bulldozer dans son genre. Je lui ai serré la dextre, ce qui nécessitait de ma part un certain courage. Alors Julius, ça usine ? J'essaie de me mettre à sa portée, mais c'est plutôt du rail. Quand il a une idée dans la tête, ça fait un bruit de grelot. Il me décoche un sourire béat, rayonnant d'une infinie sérénité. Il ressemble à un mec qui aurait lu Claudel et qui l'aurait compris. Pardon, le rabbin de la crèche, mais dit autrement. Le rabbin de la crèche, c'est un santon dans les crèches provençales. Non mais c'est ça. Oui, monsieur. Je lui vote une Non, madame. cigarette. Il se la cloque dans le clapoir et se met à ruminer sans ôter le papier, afin sans doute qu'elle lui fasse plus d'usage. Ayant souscrit aux exigences de ma bonté congénitale, j'abandonne Julius pour aller embrasser maman. Vous pensez que Félicie m'a déjà reniflé. Elle est sur le perron, avec son air heureux et son châle noir croisé sur la poitrine. Mon grand, je ne t'espérais pas de si tôt. C'est moi la syllabe, ça. On se fait une bise, 2 bises, 3 bises, et elle m'annonce une blanquette de veau pour midi. Votre San Antonio préféré se met en pantoufle, accroche son veston au porte-manteau, et dépose dans un fauteuil Voltaire la partie de lui-même réservée à cet usage. Est-ce qu'on est bien chez soi quand on vient de se fartir 1500 bornes en bagnole sans respirer? Tu veux un peu de café? Questionne Félicie. Non, merci, je m'en suis gavé tout le long de la route. Tu devrais te coucher, Antoine, tu as l'air fourbu. Je branle du chef. Auparavant, il faut que j'aille au rapport, maman. J'ai des documents de la plus haute importance à remettre au vieux. Ça ne presse pas à quelques heures, objecte doucement Félicie. Je réfléchis, il est 10 plombes. Je peux effectivement me payer quelques moments de répit. Entre nous et la Fastor de l'Everest, je les ai pas volés. Après tout, j'étais pas forcé de foncer comme un condamné sur la route, comme un damné sur la route, ni de faire Barcelone-Paris en une seule étape. Bon. C'est long, Barcelone-Paris. Et après, ça continue. Enfin voilà, c'est le mec raconte des trucs. Et une fois de temps en temps, je sais pas, on prend un bout là, tu vois, il y aura un entretien. Moi, pour le coup, j'arrive pas à savoir si c'est du Céline ou du Nanarland. Un peu des deux, hein. En fait, ce qui est vraiment fascinant avec San Antonio, c'est que t'as l'impression de lecture que t'as, c'est que t'es un chercheur d'or en fait. T'as ton tamis c'est ton bouquin, tu l'ouvres, tu secoues en tournant les pages, et d'un coup, paf, tu tombes sur une pépite d'une demi-page. Tu la lis, tu la relis, tu la lis 3 fois, tu te dis putain, incroyable. Et le reste du temps, c'est du... Ça se lit facilement, mais c'est pas brillant, c'est pas minable, c'est un peu du remplissage pour qu'à la fin il y ait un bouquin, tu vois. Mais je trouve qu'il a un... J'ai le sentiment qu'il avait besoin d'écrire beaucoup de choses pour que d'un coup, paf, il y a un rayon de lumière qui Ouais, sort. comme un diesel, quoi. Ouais, c'est ça, il met du temps à chauffer, et puis il y a des incipits qui sont fabuleux, il y a des incipits qui sont d'un ennui mortel et qui racontent rien de plus. La plupart du temps, on se bidonne. Et c'est vraiment... En fait, il y a vraiment un côté loterie avec ces bouquins, c'est qu'il y en a tellement qui sont sortis que quand tu les achètes, ou quand tu les trouves dans des boîtes à livres, ou... moi pour le coup j'ai commencé à le lire parce que c'est mon grand-père qui me l'avait conseillé, j'avais 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, j'étais en fin de collège. Et j'en avais trouvé dans la bibliothèque, j'en avais piqué quelques-uns. Là, je suppose que la plupart des lecteurs de San Antonio qui ont mon âge ou le tien sont tombés sur des bouquins parce que c'est... On n'a pas le même âge, effectivement. Oui, non mais d'accord, mais tu vois, à 5 ans près, tu vois, nos darons, ils n'ont pas le même âge non plus, tu vois. Mais enfin, moi, c'est pas ma daronne qui en lisait, tu vois, Ouais. c'était J'ai mes l'impression que grands-parents. c'est plus lu par... alors, il parle à la génération Alors des que grands-parents pour et le coup, plus lu par les je hommes. vois plus ton père connaître San Antonio que mon père, tu vois. Père, il en connaît, mais il en lit pas. Hein, Étonnamment, mon père, il lisait pas mal de littérature très tradie, hein, très classique, le Balzac, le Zola, et après London et la SF, quoi, directement.
Saint-Antonio, par contre, tu vois, il va quand même avoir ce côté-là parce qu'il va aimer du goût. Il a Libounski. Oui, il a d'autres entrées. C'est pas directement 100A, mais ça va être d'autres comme ça. Et mon grand-père, par contre, il va lire SAS. Oui, après, il y avait ce qui est quand même assez différent. Ouais. Mais c'est le genre de truc qui peut le faire rire. Hein. Je pense que c'est juste je pense qu'il en a lu. Et tu vois, mais enfin, il y a une époque, en fait, le mec au début, comme je vous disais, quand il a commencé à bosser, il crevait la dalle avec sa famille. Et il a fini par acheter un château en Suisse et il a même fini par donner un salaire à son père tous les mois pour que son père puisse écrire des livres lui-même. Et donc son père a écrit 2 ou 3 livres, je crois, un livre de mémoire et puis 1 ou 2 petits romans sur lesquels j'ai pas mis la main, mais qui ont l'air intéressants aussi, quoi, pour voir un peu, pour développer cet univers-là. Enfin bon, tout ça pour dire que oui, c'est des bouquins qu'on... Il y a un peu le côté, comment dire, généalogique, tu vois, enfin le côté transmission, quoi. C'est des bouquins que tu vas trouver dans des endroits d'occasion, quoi. Même si cette année c'est le 20e anniversaire de sa mort et que l'an prochain ce sera l'anniversaire de son centenaire. Et d'ailleurs à cette occasion il y a un concours Fleuve Noir qui a été organisé d'écriture, qui est le premier concours San Antonio, le premier concours Frédéric Dard. Concours d'écriture de romans qui, je crois, termine aujourd'hui, 1er août, ou c'était hier. C'est raté. Je voulais participer, puis j'ai fait autre chose. Par les moustaches de plexiglas. J'ai fait Persona 5 à la place. Ouais, tout ça pour dire que oui, même si c'est des bouquins qui sont réédités maintenant et qu'il y a Fleuve Noir qui pousse un peu pour que les gens, enfin pour que ce soit un peu réhabilité après un passage à vide d'une quinzaine d'années. En fait, quand tu les trouves, quand tu les vois comme ça, tu vois, tu les vois avec la couverture plastique un peu décollée, les petites couvertures cheapos avec des flingues. C'est jamais sorti en brochet, c'est directement en poche, quoi. Il y a eu des brochets. Il y a eu des brochets. La collection, l'intégrale qui est sortie chez Bouquin, c'est des brochets. Oui, mais la première sortie, c'est du poche. Mais à la base, c'était du poche. Tu vois, et même là, tu vois, les hors-séries, c'est des brochets. Oui, ça c'est du brochet. Mais oui, à la base ça sortait vraiment en poche et ça se trouvait dans les gares. C'est comme les films qui sortent directement en DVD, quoi. Bien sûr, mais c'était cette industrie-là. Ouais. Et une industrie pas elle-même populaire, mais qui est vraiment faite pour être populaire. Bien sûr. Et c'est ce qui est intéressant dans ces bouquins-là, c'est que San Antonio, tu peux en parler à un universitaire à la retraite, ou à un ouvrier à la retraite, ou à n'importe quelle personne de n'importe quelle classe sociale. C'est un phénomène littéraire dans les années 70 qui a été tellement important que ça a vraiment traversé toutes les classes de la société. Et c'est un sens que ça colle vraiment avec les années 70, quoi, au niveau des titres, de la truculence, etc. Il y a vraiment le côté capsule temporelle. Ouais, il y a vraiment ça, quoi. Après, j'ai vraiment été intéressée parce que tu dis sur le tamis et le fait que tu vas lire, éventuellement relire pour trouver la pépite, et en fait de la coopération du lecteur que ça demande, quoi. Et que c'est comme ça, on sait que c'est de la littérature industrielle, comme l'a formulé et l'a refusé Sainte-Beuve, quoi. Mais qu'en fait, ça permet aussi de voir les pépites de la littérature industrielle et qu'elle n'est pas... plutôt que de travailler par un robot, quoi, cette littérature. Faire du Damasio et travailler en secret sur un bouquin pendant 6 ans enfermé, et puis bon, à la fin, à la fin, on est déçu. Ça donne ce que ça donne, oui. Je te renvoie ma vidéo. Mais j'ai pas lu le dernier. Les furtifs, je te le prêterai si tu veux. Mais je devais le prêter à Paris, mais enfin quand je vois qu'il fait 1,5 kg, je vais pas le ramener dans mes bagages, quoi. Mais ouais, c'est pas le même régime de lecture en tout cas. Tu vois, là, un San Antonio, tu le payes 1,50€ dans une bouquinerie, tu le lis, ça fait 200 pages, tu le lis en 1h30, 2 heures. C'est comme voir un film en fait. C'est ça, c'est vraiment une expérience très similaire et tu le lis parce que tu sais qu'il va y avoir, sur les 200 pages, tu vas avoir 10 pages, 5 pages, peut-être une page, qui sont vraiment du pur génie ou qui vont te toucher quelque chose de très sensible. Et le reste, ce sera juste une trame narrative un peu cocasse, où tu vas te donner, voilà, il y aura du cul, il y aura des constructions de phrases. Etc., mais c'est pas... Pardon ? Évidemment du sexisme, de la beaufrie, mais... Oui, même du racisme, du colonialisme, là c'est vraiment, il donne tout ce qu'il peut dans ces affects-là, tu vois, mais il y a le côté capsule temporelle aussi, tu comprends mieux comment, je sais pas, moi en tout cas... Est-ce que tu veux dire que c'est le plaisir de regarder OSS 117 lire San Antonio ? Non, parce que, je suis pas un fan de OSS 117, mais il y a quand même une prise de recul, tu vois. Okay. Alors que là, pour le coup, je pense vraiment que ce qu'il écrit, il l'écrit pour rendre ses personnages caustiques, mais il y a quand même un fond colonialiste, un fond sexiste, etc. Alors que dans OSS 117,
De ce que j'ai compris, il y a plutôt une espèce de mise à distance de ces personnages ridicules, justement. Ouais, mais tu sais bien qu'au niveau de la réception, c'est comme pour Kaamelott. Et puis le troisième San Antonio, le troisième OSS 117 réalisé par Bedos fils, je pense qu'on va pouvoir se coller au cul toutes ces réflexions-là. Je savais... Ah oui, c'est en préparation ça? Il est en train d'être tourné. Comme quoi le confinement n'a pas eu... Avec des bonnes choses. Mais oui, tout ça pour dire que en lisant ces bouquins, je comprends mieux ce qu'il y a dans la tête de mon grand-père, tu vois, par exemple. Enfin, ce qu'il y avait dans la tête de mon grand-père par rapport aux idées qu'il pouvait formuler, enfin, aux idées que formulent les vieux en général, tu vois. Ces idées de old school, les femmes doivent être comme ça, les hommes doivent être comme ça. Les idées, mais les phrases aussi que t'entends d'un coup, là, quand on te sort une espèce de phrase oh bah dis donc, t'as bien la tête d'une poule qui a trouvé le couteau, hein. Ça sort de nulle part. Il y a des mots qui sont rentrés dans le langage public, qui ont été inventés par Frédéric Dard. Alors, je sais plus lesquels. Je pourrais même pas faire le malin avec ça. Lequel but ça doit être de l'argot. Je sais plus, mais j'avais lu des articles. Et en fait, il y a pas mal de mots qui sont rentrés dans le vocabulaire courant, qui ont été fabriqués. Comme chez Rabelais, exotique, chez Rabelais. Tohubohu, etc. C'est entré en langue grâce à Rabelais. C'est pour ça que quand je présente San Antonio à des amis qui ne connaissent pas, je dis toujours que c'est un mélange entre Rabelais, Céline et Simenon. Parce que tu as vraiment la trame du roman policier petit format. En termes de format, en fait, c'est du Simenon ou du SAS si tu veux. Mais tu as en plus du côté de trame policière qui va vite, tu as la truculence verbale de Rabelais et de Céline, et tu as le côté très oral en fait de Céline. Ouais, l'oralité de Céline. De toute façon, il se revendique vraiment de Céline. Il a toujours dit que pour lui, les deux grands auteurs, c'était Céline et Cohen. Albert Cohen ? Ouais. Il adore Belle du Seigneur, c'est un de ses romans préférés. Je t'ai avoué que j'en ai pas lu, mais ça tombe bien, on a plein de vidéos à faire. Il y a encore plein de choses à développer. On s'arrête là ? Oui, on peut s'arrêter là pour cette fois. On pourra éventuellement. C'était assez sympa de faire cette vidéo avec toi. Ce qui me plairait quand ce sera un peu plus préparé, parce que là j'avoue qu'on l'a fait un peu en mode on pose la caméra en papote, tu vois, à l'ancienne. Je t'avais dit que ça se passerait comme ça. Avant, normalement je fais du gâteau au chocolat, mais là on a eu milkshake et pâtisserie. Ouais, ça faisait pauvre de toi. Ce qui serait sympa, ce serait qu'on fasse une autre vidéo que je préparerais peut-être un peu plus de mon côté sur justement la bouffe chez San Antonio, parce que c'est vraiment là tu vois on l'a eu vite fait avec le jambon de Bayonne, les fourchettes escargots, etc. Mais le personnage de Béaurier fait vraiment... Et je peux te dire que la bouffe en littérature, ça me plairait d'en causer. Mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse aussi, donc éventuellement on pourra s'arranger pour en parler. En tout cas, moi je peux t'en parler dans San Antonio. Et puis, mais ce serait marrant que tu fasses... alors je sais pas si on pourrait faire ça ensemble, mais faire... parler de bouffe. Ouais, ben voilà, c'est une banane dans l'oreille, il n'y a que de la bouffe tout le temps, tu vois. Et ça paye des merguez. Puis si c'est de la bouffe qui ressemble à un chibre, en plus, on est béni, tu vois. Merguez, asperges, banane. Très phallique. Va falloir faire la tête de veau. Tu sais, je t'ai coupé la parole. Ouais, je disais, ce serait marrant qu'on fasse un truc sur, je sais pas, les bouquins de cuisine, un truc comme ça. Ouais, mais ça, je t'en avais parlé, on le garde sous le coude. Ouais, mais pour une prochaine fois. Avant de le lever. Je vous dis à bientôt.